La température oscille entre 27 et 28 degrés à Cotonou environ cette mi-journée du samedi 10 août 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, on vous amène à la découverte d'un trio d'ambianceurs qui se produit au niveau de la plage tous les week-ends. Ils font la joie des personnes qui ont choisi le bord de mer comme lieu de distraction, surtout en cette période de vacances scolaires. Vous aurez les détails dans cette édition. Poursuite du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique à Cotonou. Nous vous proposons dans cette édition les avis du président de l'Association des maires du Mali sur ce grand rassemblement des acteurs du développement à la base. Les précisions à suivre. Et puis, la Fédération béninoise de boxe a tenu cette semaine son conseil fédéral au titre de l'année 2024. L'objectif est de présenter aux participants les différentes activités menées au cours de la saison 2023 et faire valider le plan d'activité de la saison 2024 dans un instant de développement. À nouveau, bonjour. C'est la période des vacances et qui parle de vacances parle de moments de distraction pour les enfants et les jeunes. Et pour ce faire, et pour se distraire bien sûr, certaines personnes se tournent vers la plage en groupe ou en famille, de quoi changer un tant soit peu d'air. Une fois face à la mer ou dans les environs, ils sont confrontés à une panoplie de gens qui leur proposent des contenus. C'est le cas d'un trio d'ambianceurs qu'on aperçoit souvent les week-ends le long de la plage d'Erevan. Une équipe de la rédaction vous propose ici un zoom sur ce trio d'ambianceurs qui procure choix et gaieté aux visiteurs de la plage tous les week-ends. C'est un reportage signé Candide Rouento et Jocelyn Barriga. Voici un trio hors du commun. Il est composé de Joseph, apprenti menuisier, Corneille, apprenti peintre, et Philippe, apprenti vitrier. Loin d'être sur cette plage, en vue de rechercher des clients à qui fournir des prestations liées à leur domaine d'apprentissage, ces jeunes sont ici dans un seul et unique but, faire danser les visiteurs. Vêtus le plus souvent d'une tenue locale, ce groupe d'ambianceurs créé depuis près de 3 ans est présent sur cette plage d'Erevan tous les week-ends dès l'après-midi. Évidemment, Philippe et ses acolytes n'auraient pas le temps nécessaire à consacrer à leur activité s'ils n'avaient pas reçu au préalable l'aval de leur patron. Avant que je n'entre en apprentissage, mes parents, mon patron et moi avions discuté. Déjà à partir de jeudi, on ne trouve plus assez de temps. J'ai également demandé à mon patron qu'il va me donner la journée du samedi. Le dimanche est mon jour de repos normal. Pas lui-même sait que je me débrouille. Donc samedi, les samedis, ils sont au courant des répétitions. Donc c'est ainsi que moi, je me libère les samedis pour venir jouer avec mes amis. Afin de bien accomplir la mission qu'ils se sont attribuée, ces jeunes apprentis se servent de différents instruments, leur voix pour chanter et des tam-tams pour faire danser leur vis-à-vis. Il leur arrive par ailleurs d'esquisser quelques pas de danse en vue d'inciter ou d'accompagner ces derniers. Dans ce registre, ils sont capables de vous dérouler tout le rythme du pays. C'est à cause du talent que nous possédons que j'ai suggéré qu'on l'expose au public. Nous avons commencé avec le tam-tam Sakla, les bois à main. Au fil du temps, nous avions acheté le tam-tam bon et les autres avec les sous que nous avions trouvés à travers cette activité. Nous voulons juste de l'aide. C'est comment faire pour joindre les deux bouts qui nous poussent à faire cela, quand bien même nous menons tous des activités. On a commencé un peu à la maison, on a fait des répétitions et nous avons dit que comme c'est notre don là, on va faire sortir ça. C'est pour ça qu'on a commencé par sortir pour venir à la plage pour chercher un peu d'argent. Lors des séances de répétition, ce trio d'ambianceurs ne se contente pas de travailler sur les chansons et les rythmes connus. Il a aussi l'esprit créatif. Des fois, nos parents
Je crée parfois des rythmes. Nous répétons aussi des rythmes déjà connus. Ça me vient parfois comme de la troupe. Et je crée la musique et je la chante. Dès que je commence, mes collègues l'enregistrent sur le téléphone et on se l'approprie. Avec ça, enfin, Émerveillés par le spectacle, les visiteurs de la plage expriment leur satisfaction. Non, avec ces 3 jeunes-là, j'ai aimé ça, c'était très cool. Parce qu'ils ont bien joué, et j'ai bien dansé, c'est très cool, j'aime ça. Ceux qui viennent de jouer là, bon, moi je suis idéen, j'aime ça. C'est notre tradition. Nous on aime ces danses-là. Bon, on a bien dansé, bon, ils ont bien joué parce que il faut qu'on les apprécie un peu plus beaucoup quoi, pour qu'ils continuent dans leur domaine. Si l'objectif du trio Joseph, Corneille, Philippe est de transmettre à leur vis-à-vis une gaieté parfois inespérée, leurs objectifs ne manquent pas de porter des fruits. Ils sont souvent récompensés par les spectateurs. En plus de l'argent qu'ils gagnent, ils se constituent un riche carnet d'adresses et sont parfois sollicités pour des prestations publiques lors des fêtes et des cérémonies. Quand on joue sur la plage et que les gens nous abordent pour nous inviter sur des événements, nous demandons le lieu. Pour nous, l'essentiel, c'est le déplacement. Dès qu'ils nous gèrent le déplacement, nous allons sur les lieux. C'est en fonction de notre prestation qu'il va nous récompenser. Nous autres, nous allons satisfaire les attentes vis-à-vis de nous. Notre priorité, c'est la satisfaction du client. La rémunération peut venir après. Les gains ainsi obtenus font l'objet d'une gestion rigoureuse. Par exemple, nous avons 15 000 dions. Nous avons 2 000. D'ailleurs, nous avons économie. Nous avons sous-temps. Donc, si on gagne par exemple 15 000 francs CFA, on épargne 2 000 francs dans l'optique de pouvoir réparer aux besoins nos instruments. Et le reste, on se le partage. On ne dépense pas tout ce qu'on gagne. Si on gagne par exemple plus de 20 voire 30 000 francs, on épargne 5 000 francs. Intervalle de 30 000 habits, 20 000 au moins, minimum 20 000 au moins, 5 000 De quoi leur permettre de joindre les deux bouts. Dans une société comme la nôtre, où la jeunesse est de plus en plus portée vers les activités génératrices de gains faciles, le groupe d'ambianceurs formé par Philippe et ses acolytes est sans doute un exemple à suivre. Pendant ce temps, la 3e édition de l'opération Domaine sécurisé s'est achevée ce vendredi. Cette initiative du Centre multinational de coordination maritime zone E de la CEDEAO a rassemblé les forces navales du Bénin, du Nigeria et du Togo. Durant 4 jours, les différents équipages ont mené conjointement des exercices militaires, mais aussi des patrouilles en mer. L'opération a favorisé la mise en commun des ressources des pays membres de la zone E et a renforcé la capacité d'action des forces et agents de sécurité maritime dans la lutte contre la criminalité maritime. La cérémonie de clôture de l'opération s'est déroulée à la base navale de Cotonou. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Maël Leroubelou et Rachidi Soubero. Voici la première image forte de la journée. Les échanges chaleureux entre le commodore du Centre maritime multinational de coordination de la zone E et le général de brigade Abdoul Bakissani Bachabi. Les deux hommes marchant côte à côte ont effectué la revue des troupes devant l'entrée de la base navale de Cotonou, donnant ainsi le top de cette cérémonie de clôture. Après 4 jours d'activité conjointe, les différents équipages qui ont pris part à l'opération Safe Domain Free se retrouvent pour faire un bilan. Cette opération s'est déroulée dans un parfait esprit de solidarité et d'entente, ce qui témoigne de notre volonté commune de lutter contre les actes d'insécurité dans nos eaux. Les différentes opérations qui ont été jouées ont permis d'une part de développer les capacités de centres de coordination
et d'autre part, d'améliorer les capacités de conduite des unités navales, des équipes de visite embarquées, appuyées par la troisième dimension. Cette troisième dimension a contribué à l'obtention de résultats édifiants durant l'opération Safe Domain 3, de quoi susciter une vive satisfaction. C'est également le lieu, le moment de mentionner et de témoigner ma satisfaction de l'amélioration des performances qui s'est traduite par l'intégration de la dimension aérienne durant l'opération Safe Domain 3, et ceci ne saurait nous laisser insensibles. Les navires qui ont appareillé dans les eaux béninoises à partir du 5 août ont été déployés en mer pendant 4 jours et 4 nuits avec à la clé l'accomplissement de différentes missions. On a eu à déployer 4 navires, 2 navires de la marine nigérienne, un navire de la marine togolaise et un navire de la marine béninoise. Ces navires, pendant la période d'opération, ont conduit des patrouilles de dissuasion pour lutter contre la piraterie. Ils ont conduit des exercices en mer, incluant la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Aussi, ils ont conduit la lutte contre les trafics illicites en mer et était aussi une occasion d'entraîner leur équipage. Les différents officiers présents ont été gratifiés par le Centre maritime multinational de coordination, geste d'une forte symbolique et qui a mis fin à l'opération Safe Domain 3. Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique se poursuit à Cotonou au terme de la 2e journée de l'événement qui réunit près de 800 acteurs du développement à la base. L'une de nos équipes s'est rapprochée du président de l'Association des maires du Mali afin de recueillir son avis sur ce rendez-vous et les questions en débat. Voici un extrait de ses propos. Quand vous n'avez pas la confiance, quel que soit votre dynamisme, vous ne pouvez absolument faire au niveau communal. D'abord, vous êtes élu sur la base de la confiance. Et pour, en tout cas, asseoir cette base, il faudrait que vous, en retour, vous dites, en tout cas, à ceux qui vous ont mandaté, ce que vous faites. Ce que vous faites dans les deux sens. Parce que d'abord, vous ne pouvez absolument rien faire sans argent, et qui paye l'argent, ce sont les citoyens. Et quand vous prenez de l'argent avec eux, alors vous les utilisez, en retour, il faudrait leur dire, voilà, les 100 francs que je vous ai pris, je les ai mis dans ça. Comment améliorer la gouvernance au niveau local? Comment faire en sorte que la population puisse, en tout cas, s'intéresser à la chose publique au niveau local? Comment faire que les couches que nous accompagnons, c'est-à-dire que pour lesquelles nous travaillons, que ce soit la couche juvénile, que ce soit la jeune féminine, puissent être au cœur de nos préoccupations. Donc c'est en fait des thèmes qui se suivent. Et l'OIDP a vu clair et a vu juste, en tout cas, que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à Cotonou pour discuter encore et rafraîchir nos mémoires. Parce qu'ici, nous recevons et nous donnons. Donc moi, je pense que ça a été une très belle rencontre. Et ça a été une vision que nous partageons tous, que ce soit à Bamako, que ce soit à Maputo, que ce soit à Dakar, que ce soit à Cotonou. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ce forum de discussion qui offre bien sûr un cadre de discussion à 2 mes collectivités territoriales avec en présentiel 800 acteurs de développement. À la base, c'est l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique qui organise ce grand rendez-vous de 3 jours. Le thème est axé sur les leviers de relance dans un contexte démocratique de crise géopolitique, économique et de transition. William Cliquant pour le compte-rendu de cette cérémonie qui s'est ouverte au Palais des Congrès. Nous sommes honorés que ce forum se déroule à Cotonou. Un forum qui crée le débat autour des enjeux actuels de la démocratie participative dans les collectivités territoriales, avec autour plus de 800 acteurs. 3 jours pour écouter les critiques et solutions proposées par la recherche universitaire,
Entendre le son de cloche des experts de la gouvernance locale dans la société civile, puis découvrir les bonnes pratiques et expériences enrichissantes enregistrées ça et là. Cotonou nous offre également l'opportunité de célébrer et primer l'excellence dans la gouvernance territoriale à travers les bonnes pratiques et les innovations portées par les autorités locales, par les universitaires, par les journalistes, mais également par les jeunes. Nous avions dit tout à l'heure que nous inscrivons notre action dans l'agenda 2063. Ceux qui seront là encore en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, ça pose le défi de comment nous allons travailler avec eux pour ancrer en eux toutes ces valeurs de la démocratie, toutes ces valeurs de la citoyenneté, toutes ces valeurs de la démocratie et de la décentralisation. Au volet scientifique et pratique, le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique est un laboratoire de la gouvernance à la base. Les défis liés au concours de crise de tous ordres et aux différentes transitions en cours dans le monde vont y être discutés dans le but d'identifier des portes de sortie. Nous devons également évoquer les défis qui sont les nôtres, la résistance au changement, le manque de ressources et la nécessité de former et de sensibiliser davantage de citoyens et de leaders locaux afin d'asseoir une vraie démocratie participative dans nos territoires. Mais chaque défi est aussi une opportunité de renforcer nos pratiques, d'innover et de construire des alliances solides pour une démocratie participative durable. Je voudrais souhaiter que ces échanges fructueux apportent encore plus de consolidation, encore plus de prise en compte des aspirations profondes des populations qui sont liées à cette gouvernance locale et qui sont par cette gouvernance locale liées à la gouvernance générale des États et des nations. L'Observatoire international pour la démocratie participative en Afrique, organisateur du FIDEPA 5, couvre 31 pays, 61 universités, avec 222 organisations de la société civile accréditées. Nous parlons à présent de l'atelier régional pour le partage des bonnes pratiques de formation duale au sein du réseau des entités nationales de mutualisation dans les pays de l'UEMOA et au Tchad. La session, qui s'est ouverte jeudi dernier à Cotonou, est organisée par le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAFPRO, partenaire de mise en œuvre du PROFOR, entendez programme régional pour la formation professionnelle. Cet atelier est le 3e du genre après ceux de Lomé et Dakar et s'inscrit dans le cadre des activités de mise en œuvre du PROFOR. Les travaux qui durent 48 heures ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Ouliat Sanoussi. Après l'atelier de Dakar tenu en janvier 2024, qui a permis de réaliser le document des bonnes pratiques de formation duale, une vingtaine d'acteurs du domaine de la formation professionnelle se retrouvent à Cotonou. Cet atelier régional porte sur le partage des bonnes pratiques de formation duale au sein du réseau des entités nationales de mutualisation dans les pays de l'UEMOA et au Tchad. L'atelier qui démarre ces jours a pour but, par la présentation du document de Dakar, de partager les bonnes pratiques de formation duale avec le réseau des entités nationales de mutualisation. Au lieu d'éditer le document en l'état, le RAFPRO a fait l'option de l'enrichir en le complétant par les expériences de bonnes pratiques de formation duale dans les pays absents à Dakar, à savoir le Mali et le Niger. Celles des autres pays qui n'auraient pas été présentées lors du précédent atelier pouvant être rattrapées à l'occasion. Le programme régional pour la formation professionnelle PROFOR est le fruit de la mutualisation des actions entre la Commission de l'UEMOA et la coopération suisse. En effet, face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les systèmes d'enseignement et de formation professionnelle de ces pays, le PROFOR est intervenu comme une solution pour accélérer le développement de la formation professionnelle et assurer une plus grande employabilité des jeunes. Ceci suite au diagnostic réalisé en 2012 dans l'espace UEMOA. L'opération de ce jour témoigne à n'en point douter de la ferme volonté des 9 pays de l'UEMOA et le Tchad
de se doter de dispositifs innovants de formation professionnelle, efficients et adaptés au marché du travail et à l'économie de ces pays, en s'appuyant sur les acquis de recherche-action effectués au niveau de la sous-région sur des thématiques de formation professionnelle. L'atelier est organisé par le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, partenaire de mise en œuvre du Profor. Créé en septembre 2006 à Cotonou, avec l'appui du Bureau international du travail, le réseau est chargé de la mise en œuvre d'activités, dont celle d'accompagner la mise à l'échelle et la diffusion des bonnes pratiques de formation duale dans les 9 pays. Le partage des bonnes pratiques de formation duale au sein du réseau des entités nationales et mutualisation ENM dans les pays de l'UEMOA et le Tchad trouve donc tout son intérêt en ce sens qu'il permettra leur dynamisation pour le renforcement et le renouvellement de l'offre de formation professionnelle avec les métiers émergents. À l'issue des travaux, il est attendu que les bonnes pratiques de formation duale soient identifiées au sein du RAFPRO et partagées entre les membres du réseau avec les entités nationales de mutualisation. Ensuite, que le rapport soit produit et édité après la tenue de l'atelier de Cotonou. Un tour dans le septentrion paraquois abrité mercredi 7 août 2024 la 4e réunion transfrontalière de lutte contre le charbon bactéridien entre le Bénin et le Togo. Cette rencontre qui a réuni les acteurs impliqués dans cette lutte a pour objectif de faire le bilan de plusieurs années de mise en œuvre de ce projet. À travers cet atelier qui marque la fin du projet de lutte contre le charbon bactéridien, les acteurs ont donné leur appréciation des actions menées dans les 2 pays dans l'éradication de cette pathologie qui a longtemps sévi au sein des éleveurs et des populations entre le nord du Bénin et du Togo. Au terme des travaux qui ont duré 1 jour, les acteurs des 2 pays ont évalué les possibilités de pérennisation des acquis de ce projet. Le reportage est signé Epiphane Tchabi, Socrata d'Antodé. Cette rencontre bipartite entre le Bénin et le Togo est une occasion de faire le bilan de la mise en œuvre du projet de lutte contre le charbon bactéridien, une pathologie qui a longtemps ravagé petits ruminants, bovins, éleveurs et autres populations dans les 2 pays. Financé par l'UEMOA, ce projet arrivé à terme va faire l'objet d'une évaluation profonde à travers cet atelier. La présente session nous permettra donc de faire le point de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la 3e réunion transfrontalière tenue au Togo, faire le bilan de l'exécution du projet de lutte contre le charbon bactérien dans chaque pays, dégager les acquis engrangés dans la lutte contre cette zoonose au cours des 10 dernières années, dégager les contraintes liées à la lutte contre le charbon bactérien afin de les lever ou, à défaut, de les aplanir, faire des suggestions et des recommandations en vue de renforcer les capacités de la lutte contre cette zoonose. Le charbon bactéridien constitue une zoonose majeure endémique qui a sévi dans les régions des savanes et la Kara au Togo. Le Bénin a connu la même situation et dans une synergie d'action, les 2 pays sont arrivés à bout de la pathologie et comptent même pérenniser les acquis issus de la mise en œuvre de ce projet. Ce projet a permis, entre autres, aujourd'hui, de développer des compétences en matière d'identification de l'agent pathogène responsable de ce charbon que nous appelons Bacillus anthracis, mais surtout de pouvoir vacciner les bovins et les petits ruminants contre le charbon, de sensibiliser la population sur les comportements à risque pour éviter de contracter le charbon, d'identifier et de cartographier les champs maudits, les champs sur lesquels les animaux qui sont porteurs de la maladie sont morts avec des spores qui sont enfouis, de baliser ces champs pour éviter l'accès des animaux, mais également de la population à ces zones qui sont contaminées. Disons qu'aujourd'hui, au niveau du Togo, ce qu'on ressent, c'est que depuis 2014, il y a 0 cas de mortalité humaine. Depuis 2014. Et puis depuis 2020, il n'y a plus de cas de charbon bactéridien au niveau des animaux. Plus de foyers depuis 2020. Ensuite, on peut dire également qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu un changement de comportement
de la population vis-à-vis de la consommation des viandes cadavériques. Il y a une prise de conscience. Au terme des travaux de cet atelier de Parakou, les participants venus du Bénin et du Togo repartent avec le sentiment de devoir accompli du fait des succès enregistrés dans la mise en œuvre de ce projet. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Mohamed Nassif El Hadji Alassane Moutawakilou est désormais docteur à la faculté des sciences et techniques. Face à un jury de taille, il a présenté les résultats de ses recherches sur contribution au contrôle de qualité microbiologique, physico-chimique et toxicologique de quelques aliments de grande nécessité, ce qui lui a valu la mention très honorable. Teddy Godalo pour les détails. Au vu du succès de la hypothèse, il est digne de poser le grand docteur qui nous avons dans la vie avec la formation qui est la mention très honorable. Il s'en sort avec la mention très honorable qui lui confère le titre de docteur à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Mohamed Nassif El Hadji Alassane Moutawakilou vient ainsi de défendre sa thèse dont les recherches ont porté sur la contribution au contrôle de qualité microbiologique, physico-chimique et toxicologique de quelques aliments de grande nécessité. Il s'agit notamment du maïs, le riz, le sorgho, le mil, la farine de blé et bien d'autres céréales. Nous avons, dans le cadre de notre thèse, évalué le risque que les populations courent en consommant les céréales surtout, pour non seulement prévenir, mais aussi pour gérer les cas compliqués, comme notamment les cas auxquels notre pays se fait face, où des denrées alimentaires qui quittent notre pays pour l'Occident se font retirer du marché. Les recherches du nouveau docteur touchent également les produits destinés à l'exportation, à savoir le soja, le cajou et la karité. Le jury, satisfait de la maîtrise du sujet par l'impétrant, juge la thématique d'actualité. Mohamed Nassif El Hadji Alassane Moutawakilou, à travers son document, a évalué les risques sanitaires et phytosanitaires auxquels sont exposées les populations qui consomment ces produits. Donc si nos compétences sont exploitées, désormais on ne parlera plus d'aliments contaminés qui va traverser nos frontières. Nous avons emprunté des méthodes sophistiquées, cependant, pour réaliser ce travail, pour que ce travail puisse servir au-delà de notre université, au-delà de notre pays. Et déjà, est-il que nous sommes en collaboration avec plusieurs équipes de recherche qui valorisent de façon indirecte nos résultats. Sachant pouvoir compter sur la clairvoyance des décideurs, Dr Mohamed Nassif El Hadji Alassane Moutawakilou appelle le pouvoir public au secours afin de garantir la sécurité alimentaire aux populations. Je l'annonçais en début d'édition, la Fédération béninoise de boxe et ses différents acteurs ont tenu mercredi 7 août dernier leur conseil fédéral au titre de l'année 2024, une activité statutaire de la fêtière du noble art au Bénin, au cours de laquelle l'exécutif de la Fédération a présenté à ses différentes parties prenantes les différentes activités menées au cours de la saison 2023 et faire valider son plan d'activité de la saison 2024. Elle s'est déroulée au siège de la Fédération à Cotonou. Plus de précisions avec Candide Rouhinto et Eder Pévi. La Fédération béninoise de boxe opte pour la démocratisation de la gestion du noble art au Bénin. C'est à juste titre que l'instance réunit ici ses différents acteurs au Conseil fédéral de l'an 2024 pour faire valider les activités menées au cours de la saison 2023 et faire approuver son plan de travail annuel de la saison 2024 par les acteurs eux-mêmes.
Ces derniers ont eu droit à une présentation détaillée du rapport moral, d'activité et celui financier de la saison 2023, lesquels rapports qui seront approuvés après plusieurs minutes de débat. Le vote a été fait par acclamation pour l'adoption des différents rapports qui ont été présentés et par le secrétaire général en ce qui concerne le rapport d'activité de 2023 et celui financier présenté par le trésorier général. Ce qui m'enchante, c'est que quand les débats ont été ouverts, nous avons suivi vraiment la satisfaction des uns et des autres et qui ont souhaité et que nous continuions dans ce sens parce qu'ils se sentent désormais concernés. Ils ont constaté que c'est la démocratie désormais que nous mettons en branle, que nous mettons en vogue. Ils ont compris que c'est la transparence désormais au niveau de notre fédération. Après la validation des différents rapports d'activité de la saison 2023, le bureau exécutif de la fédération a présenté à ses différents acteurs le plan de travail annuel de l'instance pour la saison 2024. Un plan passé au scanner avant son adoption. Il y aura beaucoup de nouveautés. Le Borgou aura un ring installé à Parakou. Le Zou aura un ring qui sera installé ou à Boïcon ou à Abomey. Ils vont décider. L'Atlantique va garder son ring et le Plateau aura son ring. Parce que nous avons l'ambition de faire un championnat linéaire désormais. Nous voulons aussi commencer par faire le championnat scolaire. Et nous avons choisi des collèges et des écoles pilotes où certains professeurs d'éducation physique et sportive se sont déjà mis à l'œuvre et sont en attente d'équipement et de formation par les entraîneurs pour le B.A.B.A. Et vous allez voir que nous allons lancer bientôt la boxe éducative. Les différents acteurs sortent de ce conseil fédéral sur une note de satisfaction. Et la Fédération béninoise de boxe entend pérenniser cette activité statutaire pour une bonne gestion du noble art au Bénin. Nous parlons toujours sport, mais cette fois-ci de la 8e édition des Jeux Intercampus du Bénin qui a officiellement démarré mardi dernier à l'université d'Abomey-Calavi. Une initiative du Centre des heures universitaires et sociales d'Abomey-Calavi parrainée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui réunit les meilleures équipes des différentes universités du Bénin dans 5 différentes disciplines. Cette année, la cérémonie de lancement s'est déroulée sur les installations du terrain synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Le compte rendu est avec Candide Orangeto, cette fois-ci avec Jocelyn Pariga. 14 différentes délégations issues des différentes universités du Bénin sont réunies ici à l'université d'Abomey-Calavi pour environ une semaine de compétition. C'est la 8e édition des Jeux Intercampus, une compétition organisée chaque année par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Contrairement aux autres éditions, les Jeux paralympiques s'invitent au rendez-vous de cette année. Nous avons des talents cachés dans nos centres universitaires que nous voulons faire découvrir à tout le peuple béninois. C'est pour ça que cette année, nous avons invité les responsables de fédération pour qu'ils viennent détecter les talents. Mais la grande particularité, ce sont nos étudiants en situation de handicap qui s'intègrent totalement aux Jeux Intercampus. Nous avons démarré cette année et nous le ferons les années prochaines. Pour leur première apparition aux Jeux Intercampus, les personnes en situation de handicap vont se mesurer dans les disciplines du goalball et du handi-basketball. Pour les habitués de la compétition, ils ont droit aux disciplines classiques, à savoir le basketball masculin et féminin, le handball et le football masculin. À cela s'ajoute le Scrabble. Je voudrais que le fair play soit votre leitmotiv et que les jeux se passent très bien. Par ma voix, tous les étudiants ici présents s'engagent à faire preuve de fair play le long de tous les matchs de toutes les compétitions qui se dérouleront lors de ces Jeux. À l'issue des 5 jours de compétition, les 3 meilleures équipes dans les différentes disciplines seront distinguées avec des médailles, des ballons et des trophées. Les meilleurs joueurs, buteurs et gardiens seront aussi primés. Pour les équipes qui ne seront pas sur les différents podiums,
elles repartiront avec des lots de consolation. Le directeur départemental des sports de l'Atlantique et du littoral et les autorités de la commune de Ouidah ont procédé au lancement du tournoi entre arrondissements sur le gazon synthétique du complexe sportif de la ville. L'arrondissement 1 s'est incliné face à son homologue de l'arrondissement 2 par un score d'1-3. Suivez le reportage de Jules Etcho, présenté ici par Maël Leroux-Belou. Voici l'acte qui justifie le coup d'envoi du tournoi inter-arrondissement par le directeur départemental des sports Atlantique Littoral. Sur le gazon synthétique du complexe sportif dans la commune de Ouidah, l'arrondissement 1 jouait son homologue de l'arrondissement 2. Une partie de jeu bien entamée par les Noirs de l'arrondissement 2 qui mettaient la pression pour s'offrir les 3 points de la partie. Ce qui se concrétise avant la pause par un écart d'1-0. Après les 10 minutes de repos dans les vestiaires, le jeu reprend de fort belle manière, toujours pour les jeunes de l'arrondissement 2, qui marquent coup sur coup 2 buts, en parallèle à leurs adversaires de l'arrondissement 1 qui ont réduit le score en inscrivant qu'un seul but avant la fin de la rencontre. Les défenseurs ne donnent pas bien les passes. Et s'ils voient là, ils ne jouent pas avec leurs équipes, ils jouent comme ils veulent. Quand l'autre a la possibilité de frapper, l'autre dit de laisser, lui va jouer. Donc il fait ce que c'est eux qui vont marquer. On n'a pas bien joué, on n'arrive pas à garder le ballon dans les pieds, on jette ça. La politique du gouvernement étant de détecter les talents dans plus de 3 disciplines, l'organisation de ce tournoi permet aussi d'amuser ces jeunes enfants. Une idée fortement soutenue par le conseil communal de la ville. Après le passage d'Avrancourt dans le cadre du championnat scolaire du 16 au 24 passé, nous voici encore dans les arrondissements du pays, dans toutes les communes, afin d'impacter également nos jeunes talents déscolarisés et apprentis et autres, afin de permettre à ceux aussi de se faire détecter, puisque le talent ne se trouve pas seulement à l'école. Vous le savez très bien. Alors, nous voici enfin le tour du tournoi inter-arrondissement qui verra détecter les meilleurs dans les arrondissements afin de les amener au niveau communal. Je remercie d'abord le chef de l'État pour cette initiative que nous applaudissons à tout moment. D'avance, je remercie aussi le maire de la commune de Ouidah qui nous appelle toujours à répondre aux besoins, qui donnera toujours et qui continue de nous prouver l'image ou bien la force que le chef de l'État est en train de faire envers la population de Ouidah et puis son environnement. Troisièmement, je remercie aussi le directeur départemental qui vient de me sonner même ce matin de tout faire pour faire venir les enfants sur le terrain à l'heure. Les enfants mobilisés pour prendre part à ce tournoi ont tous apprécié cette initiative du ministère des Sports. Ils souhaitent sa tenue effective chaque année. La compétition dure 2 semaines sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ainsi que s'achève ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.